Alors, du coup, comment accompagner les élèves à mieux se connaître? Bon, on aime bien toujours poser la raison d'être des choses que l'on propose. Donc, pourquoi est-ce qu'on va travailler sur la connaissance de soi dans l'orientation? Déjà pour avoir une connaissance globale de l'élève et pas, comme Armelle vous l'a dit, juste les résultats scolaires, parce que certains vont s'exprimer très peu à l'école, par contre, ils vont s'exprimer énormément en dehors. Et du coup, c'est important que vous ayez cette vision globale et que l'élève lui-même voit aussi qu'il ait une connaissance de lui-même un peu plus globale que juste je suis nulle à l'école et le reste, ça n'a pas d'importance. Dans l'orientation, ça peut être très, très riche au contraire. L'idée aussi, c'est que apprendre à se connaître, ça peut aider l'élève à trouver des leviers sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour avancer et du coup, des leviers de motivation notamment et de sens parce que plus il va connaître ce qu'il veut faire et ce qu'il aime faire, etc., plus du coup, il va pouvoir trouver de la motivation dans les matières. Et puis, c'est aussi aider l'élève à faire ses choix en toute conscience parce que justement, plus il se connaît, plus il sait pourquoi il va faire tel ou tel choix. Donc ça, c'est vraiment important pour qu'il puisse avancer en confiance et en conscience, les deux, et que du coup, il puisse évoluer comme il le souhaite. Par rapport au postulat, important. En tant qu'enseignant, votre rôle va être de questionner et de questionner et de questionner encore et encore et encore. Au lieu de lui apporter des solutions, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lui apporter des solutions à certains moments, bien évidemment, mais comme le réflexe de l'enseignant, c'est d'apporter une connaissance, je vous invite vraiment à chaque fois à vous interroger à comment est-ce que je peux transformer telle connaissance en questionnement qui soit un peu plus ouvert que ce vers quoi je veux l'amener. Parce que justement, vous verrez qu'on peut être surpris par rapport à ces réponses et que le champ peut s'ouvrir là où on pensait avoir trouvé une idée. De la même façon, que vous ayez une vision globale, c'est extrêmement important. On revient également sur le non-jugement, comme l'a dit Armelle, et c'est de rigueur. Si vous mettez le cadre dès le départ, sachez qu'ils sont tous vulnérables à ce moment-là, quand on commence à travailler sur la connaissance de soi, parce qu'ils ont tous à se livrer d'une manière ou d'une autre. Et vous verrez qu'il y a des solutions pour qu'ils puissent se livrer. On ne va pas forcément les faire se livrer devant toute la classe sur des choses très intimes. Enfin, très intimes, c'est jamais très intime non plus, mais en tout cas qui peut être intime pour eux. On va organiser la classe pour qu'ils puissent le faire en toute tranquillité et progressivement. Et en tout cas, du coup, ils seront quand même attentifs à ne pas juger. Hein. Et c'est valable aussi pour moi, en tant qu'enseignant, on a intérêt aussi d'être très attentif à ne pas juger, ce qui n'est pas chose si évidente non plus. Il y a aussi, pour être efficace, vous allez voir, on a construit les choses de manière, avec un ordre assez logique de réflexion. Vous allez comprendre un peu plus par la suite. Donc, les fondamentaux que l'on va explorer ici, c'est d'abord une première étape où on va ouvrir le champ des possibles, le connecter un peu à ses envies, à ses rêves pour justement ouvrir un peu les choses et puis l'amener à l'idée de se projeter vers un futur. Parce qu'ils peuvent aussi faire un peu les œillères et ne pas vouloir voir, mais en tout cas se poser des questions et commencer à ouvrir un peu le champ, c'est en général assez riche. On va ensuite identifier les forces et les qualités. Parce que vous allez voir, ça nous permet d'aller identifier notamment des verbes d'action qui seront essentiels par rapport au questionnement sur l'orientation, puisque les verbes d'action vont vers les compétences à acquérir, à développer et qu'ils vont développer dans les formations à venir et les métiers à venir. Ensuite, on va aller explorer les centres d'intérêt. Et puis, il y aura également quelques ateliers sur la confiance en soi, puisque pour pouvoir s'orienter, il faut aussi prendre confiance en soi.
et c'est un moyen d'apprendre à se connaître également. Vous verrez que toutes ces étapes-là, l'idée, c'est d'avoir une exploration à la fois divergente, on élargit le champ, et ensuite, on va converger vers un choix. Mais on fait ça, on fait des allers-retours en permanence parce que il y a des pistes qui peuvent s'ouvrir, et puis hop, on resserre, et puis peut-être qu'il y a une autre qui s'ouvre, et on resserre. Donc voilà, il faut vraiment voir l'orientation, en tout cas, la construction du projet d'orientation, c'est quelque part un processus créatif où on va aller dans la divergence et ensuite la convergence. Zulaïa, tu peux poursuivre. Donc, pour que les élèves arrivent à s'exprimer sur eux-mêmes en douceur, on va faire une entrée en matière. Alors, il y a déjà l'inclusion, comme Armel vous l'a dit, c'est un excellent moyen pour commencer à échanger doucement sur qui est qui et comment on parle de soi et comment les uns et les autres s'acceptent dans qui ils sont. Et puis, en même temps, adolescent, c'est pas toujours évident de libérer la parole. Donc, on peut créer des petits groupes. Et ça, je vous invite vraiment à les faire travailler soit en binôme, soit en trinôme, soit en petits groupes. Et puis, dans un premier temps, au lieu de les faire parler d'eux-mêmes, de les faire parler des sujets sur lesquels vous allez travailler. Ce sera beaucoup plus facile de commencer à parler sur un autre sujet que sur eux-mêmes. Et du coup, c'est le moyen de libérer la parole. Je vous donne un exemple ici qui est en lien avec le travail sur les forces. Parce que, par exemple, vous pouvez les mettre en petits groupes et chaque petit groupe aura une question sur laquelle ils vont réfléchir et sur laquelle ils vont apporter leur connaissance. Un exemple, qu'est-ce qu'une compétence, une force, un talent, une qualité? Quelle est la différence? Ça peut être une première question. À quoi ça sert de connaître ses forces et talents? À quel moment dans la vie a-t-on intérêt de connaître et de valoriser ses forces et talents et qualités? Pourquoi est-ce si difficile de connaître ses forces et talents et qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui peut nous permettre au contraire de connaître ses forces et talents? Voilà, c'est une série de questions. Bien évidemment, vous pouvez rajouter toutes celles que vous voulez qui vous intéresseront. Mais c'est un exemple et ça peut être sur les autres thématiques fait de la même façon. Chaque groupe va avoir 5 minutes pour réfléchir sur ces sujets. Et vous verrez, 5 minutes, en fait, ça va assez vite et en même temps, ça suffit en général, 5 à 10 minutes grand max. Et puis, une fois qu'ils auront tous réfléchi, l'idée, alors pour réfléchir, je vous invite à les faire réfléchir avec des post-it notamment, pour que chacun puisse mettre des idées, une idée par post-it. Et donc, ils réfléchissent d'abord individuellement, et ça, je vous invite à leur préciser et à être attentif à ce qu'ils le fassent, parce que vous savez que dans un travail de petit groupe, généralement, il y a toujours une ou deux personnes qui parlent et d'autres qui sont plus passives. Là, en mettant des idées individuellement sur le papier et vous demandez le silence et que chacun réfléchisse, ça va permettre à chacun d'avoir la parole et de partager une idée, au moins une idée. Donc, il y a un temps de réflexion individuelle. Ensuite, ils vont partager. Et puis, une fois que le timing est fait et qu'ils ont un peu tous réfléchi, que vous voyez que la feuille est bien remplie de post-it, on va passer dans chaque groupe et chaque groupe va présenter l'état de ses réflexions qui peut être enrichi par le reste de la classe et vous pouvez bien évidemment apporter des précisions sur certaines choses pour compléter les choses. Donc ça, c'est vraiment le moyen d'entrer en douceur qui leur permet d'échanger tranquillement sur différents sujets avant d'entrer dans la connaissance de soi pure qui les concerne eux. Et donc, on peut commencer sur l'ouverture des champs des possibles. Là, dans l'idée, c'est de faire émerger les rêves et les envies qui sont enfouis, auxquels, voire même certains n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils rêvaient d'être, ils ne se sont jamais autorisés à ça. Ça peut être des rêves très simples, des envies très simples, ça peut être des choses très ambitieuses. Et c'est là où justement le non-jugement est extrêmement important. Parce que ça ne va pas être le rêve, on ne sait jamais ce qui peut arriver à un élève, il peut très bien arriver à réaliser quelque chose de très ambitieux alors qu'il n'a a priori pas les moyens à exprimer à l'école en tout cas
pour pouvoir le faire et il n'est peut-être pas encore assez mûr pour le faire, mais une seule phrase, un seul mot peut détruire un rêve. Donc, c'est là où il faut être extrêmement vigilant sur le cadrage et le non-jugement. Et par rapport à ça, en fait, il y a une astuce, c'est d'enlever les aspects matériels. Parce que souvent, ce qui empêche de réaliser un rêve, c'est la peur de ne pas être en sécurité, la peur de ne pas, enfin, le manque de confiance en soi, etc. Donc, vous pouvez les inviter à imaginer qu'ils ont gagné l'auto, toute la famille est en sécurité, eux-mêmes, bon, voilà, il n'y a aucun problème matériel, ils ont tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et en même temps, ils ont confiance en eux et la famille les soutient. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils feraient? Qu'est-ce qu'ils achèteraient? Alors, pour tout vous dire, il y a les subterfuges parce que l'avoir est important à exprimer parce qu'ils ont besoin de libérer ça. C'est souvent les premiers trucs qui viennent. Mais ensuite, on va aller sur l'être. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être si jamais? Et puis, le faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'avenir? Et du coup, ce qui va nous intéresser, je vous avoue, c'est plus l'être et le faire, mais le fait de se questionner d'abord sur l'avoir, ça permet de libérer un peu la parole et puis de lâcher les aspects matériels pour ensuite aller vers ce qui nous intéressera plus. Tout ça, ça a pour vocation, alors peut-être à réveiller certains rêves ou à éveiller certains rêves, mais ce qui va nous intéresser, ce sera plus justement ce qu'il y a derrière le rêve. Je vous donne un exemple. Une jeune fille qui rêve d'être influenceuse, par exemple. Ça m'est arrivé, une maman s'était très inquiète parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire avec ça. Et en fait, derrière influenceuse, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est ça qu'il faut aller chercher. Pourquoi est-ce qu'elle veut être influenceuse? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire en tant qu'influenceuse et qu'est-ce qui l'attire là-dedans? Et vous verrez que là, il peut y avoir plein de choses différentes et il peut y avoir du coup des choses qui vont nous intéresser pour l'orientation. Si on reprend cet exemple-là, peut-être qu'elle a envie de valoriser des produits, de valoriser, alors ça peut être connu, mais au-delà de ça, si on pose la question après être connu, mais en fait, être connue en faisant quoi? Si elle est influenceuse, elle fait quoi? Ça peut être faire passer des messages, ça peut être tout simplement monter des vidéos. Hein, et du coup, voilà, il peut y avoir des choses derrière qui seront intéressantes à prendre pour creuser par rapport à l'orientation. Et puis, au-delà du rêve, on peut aussi lui demander comment s'en rapprocher, c'est-à-dire essayer de voir la trajectoire possible pour s'en rapprocher. Et peut-être qu'il y a un métier qui, même s'il n'atteint pas le rêve, se rapproche dans la réalité de tout ce que le rêve pourrait apporter. Donc, voilà pour ouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est vraiment une première étape. Mais la deuxième étape, là, j'ai une question et je vous invite à répondre dans le chat. Quelle est la question majeure habituelle que l'on demande à un jeune? La question est arrivée rapidement. Donc, en général, même si elle prend des formes différentes, on lui demande qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard. Le problème, c'est que quand on pose cette question-là, on le met un peu dans l'embarras, dans le sens où il ne sait même pas ce qu'il aime faire aujourd'hui ou ce qu'il a aimé faire par le passé. Et c'est déjà assez compliqué à voir. Donc, quand on lui pose la question « Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?», c'est un peu compliqué d'imaginer sans avoir la matière déjà au présent. Donc, l'idée là, c'est d'aller chercher tout ce qu'il aime faire, vous allez voir. Et je vais vous en dire un peu plus là-dessus. Julia, tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. En fait, voilà, si on prend la différence entre une compétence et une force telle qu'on l'a définie ici, une compétence, ça va être le savoir-être, le savoir-faire, la connaissance, tout ça, ça fait partie des compétences, vous connaissez très bien. Mais une force, ça va être le savoir-être, le savoir-faire et la connaissance associés aux appétences et au goût. C'est-à-dire que c'est pour ça que la question « qu'est-ce que tu aimes faire ?» est extrêmement importante et je milite pour ça parce qu'en fait, derrière le « j'aime faire », il y a généralement la motivation. Il y a également sa force dans le sens où c'est là où il aura des facilités en général. Et bien évidemment, c'est souvent ce qu'il maîtrise le plus. C'est pour ça qu'il y a le « je sais faire ».
Il le maîtrise plus parce que, en fait, depuis tout petit, il a développé plein de compétences sans s'en rendre compte, hein, ne serait-ce que marcher. Voilà, si on prend un exemple que tout le monde a, on a tous la compétence de marcher. Marcher, on est en pleine maîtrise et maintenant, on ne se rend même plus compte que l'on marche parce que on est tombé plus de 2000 fois pour arriver à marcher et on s'occupe plus de comment on marche, on s'occupe d'autre chose. Le cerveau transforme l'action en automatisme dès qu'il le peut. Et quand l'action est devenue automatique, on n'a plus conscience de ce que l'on sait faire. Donc, c'est aussi tout un travail, vous allez voir, d'explicitation de l'action qu'il va falloir mener avec l'élève pour aller chercher justement là où il a l'impression de ne rien faire, là où il a l'impression que c'est facile, que c'est banal. Plus c'est facile, plus c'est banal, plus en réalité il est en maîtrise. Lorsqu'il fait des efforts, il est en apprentissage. Lorsque c'est facile pour lui et qu'il n'a pas l'impression de faire grand-chose, c'est qu'il est en maîtrise. Et généralement, c'est là où il aime faire les choses aussi. Pas que. C'est pour ça que les deux sont importants, les je sais et le j'aime faire. On peut continuer. Donc, nous vous enverrons une liste de verbes d'action à télécharger. Vous pouvez aussi vous amuser à créer des cartes de verbes d'action ou des maps avec les verbes d'action et vous pouvez les aider, demander aux élèves de construire une map avec les différents verbes d'action que vous pouvez leur donner parce que c'est ce qui va nous intéresser énormément pour l'orientation. En fait, derrière les verbes d'action, il y a l'action qu'ils vont mener au quotidien. Mais je vous en dirai un peu plus juste après. Si je peux me permettre, enfin, si je peux rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, pour la liste de verbes d'action à télécharger, lorsque vous allez recevoir le support, vous pouvez cliquer directement en fait sur le liste de verbes à télécharger, elle est dessus directement. Et vous allez le recevoir aussi dans le kit. Voilà. Merci Zolaya qui nous a construit tout ça avec grande pertinence. Merci. Donc, du coup, pour les aider à prendre conscience de leurs compétences, j'aime bien les faire partir d'eux-mêmes avant même de leur donner les verbes d'action. Donc, on vous a donné toute une liste de verbes d'action, mais n'hésitez pas à les faire se questionner d'abord et à avoir une introspection sur eux-mêmes en priorité. Et ensuite à valider avec des cartes. On va aller chercher à la fois dans les matières préférées. Alors attention, on parle des matières préférées l'année où vous êtes, mais aussi les années précédentes, c'est-à-dire depuis tout petit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont aimé faire à l'école? Quelles ont été les matières préférées et quelles sont les matières préférées aujourd'hui? Mais on va aussi aller explorer en dehors de l'école, c'est-à-dire les activités extrascolaires, les associations dans lesquelles ils ont participé, les jeux qu'ils ont pu faire. À travers le jeu, il y a énormément d'informations que l'on peut retrouver et de verbes d'action que l'on peut retrouver. Les passe-temps préférés, ça peut être j'adore ranger ma chambre. Ok, alors, je donne peut-être pas le meilleur exemple pour un ado, mais il y en a quand même qui aiment ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça qui va être intéressant. Et on va les aider à se questionner sur, OK, dans telle ou telle matière, qu'est-ce que j'ai appris à faire, mais surtout, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime faire. Vous allez voir, il va y avoir des verbes d'action. Donc là, on en retrouve délivrer un message, rendre le texte et les émotions vivantes, anticiper, comprendre le jeu, mettre en place une stratégie, créer, inventer. Voilà, quelques exemples là de verbes d'action qui ressortent. Mais cela dit, c'est un exercice pas simple à faire, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et donc, c'est là aussi où ils vont avoir besoin d'être guidés. Et je vais vous expliquer comment. On peut changer de slide. C'est le travail d'explicitation de l'action. Alors, l'explicitation de l'action, c'est Paul Vermersch qui a développé cette pratique et qui a pour objectif de faire émerger l'action qu'un expert va mener pour arriver à un résultat. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, son action, il l'a développée en automatisme et donc il n'a plus vraiment conscience. Et donc, Vermeersch a développé cette technique d'explicitation de l'action pour justement décortiquer ça et transformer l'expertise de l'expert en programme pédagogique, en process pour justement pouvoir transmettre derrière.
Là, on va faire la même chose avec l'élève, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, si l'élève vous dit bah, « moi, j'aime organiser des anniversaires ». Le verbe « organiser », si vous imaginez l'élève en train d'organiser des anniversaires, en fait, c'est compliqué de le voir faire. Je ne sais pas si vous voyez dans votre tête, mais en tout cas, l'imaginer en train d'organiser les anniversaires, on voit plein d'actions possibles, mais on a du mal à voir ce que lui va faire exactement. Et en même temps, si on garde que ça, on aura une réponse unique qui est « il organise ». Et là, il y a plein de métiers possibles, mais dans plein de métiers différents, on peut utiliser ça et ça ne donne pas suffisamment de précision. Pour aller dans la précision, l'idée, c'est de lui demander, OK, dans le fait d'organiser les anniversaires, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? En posant cette question et en creusant au fur et à mesure, mais oui, mais à chaque fois qu'il y a un verbe d'action, mais là-dedans, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Ça va aider à décortiquer les choses et du coup, à voir d'autres verbes d'action apparaître. Vous voyez, un exemple, j'ai une jeune fille comme ça qui me disait, moi j'aime organiser les anniversaires. Justement, j'ai pris un exemple concret vécu. Je m'attendais à ce qu'elle me dise, moi j'aime bien coordonner un peu toute l'organisation avec les copains et puis faire en sorte que chacun joue son rôle et fasse les choses. Ça, c'était une projection que moi j'avais sur l'organisation. Mais en fait, quand je lui ai posé la question, mais du coup, dans le fait d'organiser les anniversaires, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Elle m'a dit, j'aime décorer. Donc, ça n'avait rien à voir et ça amène à des métiers qui n'ont rien à voir non plus. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que l'on va interroger sur les matières, les activités extrascolaires et les jeux et les passe-temps. C'est parce que ce que l'on va chercher également, c'est la récurrence. Plus vous allez avoir une récurrence des verbes d'action qui viennent, plus on voit bien que c'est ce que l'élève aime faire et qu'il a intérêt de développer cette force. Il faut savoir que quand il aime faire quand on va développer les forces, ça peut gommer des faiblesses. Et en même temps, plus on va aller dans nos forces, plus on va être motivé, plus on va du coup se donner les moyens et plus on va être efficace et pertinent. Donc, vous avez intérêt d'aller chercher les forces de vos élèves. En tout cas, de les aider à le faire. On peut continuer. Merci. Pour faire le lien avec l'orientation, vous savez, on vous a dit tout à l'heure, il y a la connaissance de soi, mais ce qui est important aussi, c'est de faire le lien avec des formations et des métiers possibles. Quand on va chercher les forces, on peut déjà l'interroger sur, OK, on peut leur faire un brainstorming à plusieurs. OK, tu as telle force, du coup, à ton avis, dans quelle spécialité est-ce que ça pourrait s'exprimer le mieux? Dans quelle formation, dans quel métier? Et en fait, ça peut être très créatif et ils peuvent s'amuser à imaginer plein de métiers possibles, plein de formations possibles pour exprimer leur force. Et après, justement, ça peut être des pistes potentielles à aller explorer pour explorer les métiers et les formations. C'est là que l'on part de l'élève et que l'on va pouvoir cibler davantage la recherche parce que sinon, il y en a tellement qu'on s'y noie et que c'est quand même compliqué. On peut continuer. De la même façon, donc là, on a vu l'action que l'élève va mener au quotidien. Si je prends un exemple, vous êtes enseignant, vous avez tous appris et vous faites tous au quotidien une préparation de cours, une préparation de séances et de séquences, une animation de classe, des corrections. Tout ça, ce sont les verbes d'action et donc l'action que vous allez mener au quotidien. Et c'est là-dessus que vous avez que votre rôle se fait au quotidien. Une fois qu'on a tout ça, ce qui est important, c'est aussi d'aller voir le sujet d'intérêt, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, vous avez chacun choisi le sujet qui vous intéresse le plus dans toutes les matières qu'il peut y avoir, en choisissant la matière que vous enseignez. Vous êtes enseignant d'EPS, vous êtes enseignant de maths, vous êtes enseignant d'histoire, d'éco-gestion. Tout ça, c'est en fonction de vos appétences, de vos sujets d'intérêt, c'est-à-dire les sujets sur lesquels vous aimez échanger, sur lesquels vous aimez lire, regarder des reportages. C'est tout ça qui va nous intéresser. C'est quelles sont les thématiques sur lesquelles l'élève aime
s'intéresse et aime explorer. Donc, pour ça, vous pouvez l'aider alors oui, je vais revenir juste sur le sujet d'intérêt. En fait, le sujet d'intérêt, vous pouvez l'aider à s'interroger justement sur les thématiques en lui demandant bah, qu'est-ce que tu aimes, quels sont les sujets sur lesquels tu aimes échanger avec tes copains. Quels sont dans tes loisirs les activités que tu aimes faire et puis quels sont les reportages, les vidéos sur lesquels tu aimes aller. Tout ça, derrière, on peut faire ressortir les grandes thématiques. On peut changer, merci. Et pour faire le lien avec toujours l'orientation, là, je vous donne un exemple concret avec le métier d'ingénieur. Le métier d'ingénieur, il y a des verbes d'action et des compétences qui sont du savoir analyser un problème concret en prenant la complexité, trouver des nouvelles solutions à des problèmes complexes, concevoir, mettre en œuvre des projets, innover. Ça, c'est pareil. Ils sont formés sur ces actions-là. Mais par contre, les sujets d'intérêt qu'eux vont avoir peuvent être très variés et du coup amènent à des domaines d'activité très variés qui sont la robotique, la santé, l'informatique, etc., etc. Donc, vous voyez la différence entre les deux et ça permet de structurer un peu la recherche d'informations par la suite. On peut continuer. Notamment, les verbes d'action vont nous aider notamment à trouver les types de métiers et les types de formations et de filières. Les centres d'intérêt, on va les associer au domaine d'activité. Comme je vous le disais, il y a l'écologie, la communication, la robotique, la santé, tout ça, tous les grands domaines d'activité qui existent sont liés au sujet d'intérêt. Et puis, bien évidemment, bah, la formation et les filières. Donc, ça peut aussi vous guider pour l'aider à explorer en fonction de ces sujets d'intérêt, en fonction de ces verbes d'action. Et la recherche peut se faire en fonction des sujets d'intérêt ou des verbes d'action. Et du coup, au fur et à mesure, ils vont creuser, que ce soit les métiers ou les filières. Toujours pour faire le lien entre connaissance de soi, filière et métier, des questions à se poser pour passer de la connaissance au métier. Posez-leur la question à chaque fois pour qu'ils s'habituent et que la question se mette en place à travers de ce que je viens de découvrir de moi-même. Quel métier, domaine, quelle voie serait-il possible d'explorer et pourquoi? De la même façon, quand ils vont explorer, vous allez leur faire mener l'enquête métier ou formation, posez-leur la question, dans ce que je viens d'explorer, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'intéresse, au contraire, qu'est-ce qui me rebute et pourquoi est-ce que tout ça me rebute? Ça, c'est des questions qu'ils devraient avoir à chaque fois pour, au fur et à mesure, affiner les choses et mieux comprendre, mieux se connaître et être plus en mesure de faire des choix. Si vous leur demandez, si vous ne passez pas par ces liens-là, ils vont être à un moment donné être obligés de faire les liens, mais elles n'auront pas été habituées et ça va être trop d'informations d'un coup, ils seront incapables de le faire. Donc ça, c'est vraiment très important que vous puissiez poser ces questions-là. On peut continuer. Alors, toujours là, là c'est plus pour apprendre à prendre confiance en soi. Voici un petit outil pour qu'ils puissent transformer leurs échecs en apprentissage. Et du coup, là, vous pouvez très bien leur faire un petit tableau en leur disant, OK, qu'est-ce que vous avez vécu comme échec, que ce soit à l'école, à la maison, en dehors, dans mes relations, etc. À ce moment-là, par rapport à cet événement, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin, de quoi j'aurais eu besoin pour pouvoir y arriver? Et puis, qu'est-ce que j'ai appris et que je ferais différemment aujourd'hui? Et là, s'ils apprennent à transformer la vision qu'ils ont de l'échec en apprentissage parce qu'ils se posent ces questions-là, déjà, ça va les aider à prendre confiance, ils vont apprendre beaucoup plus et puis surtout, ça va la motiver davantage parce qu'après un échec, c'est souvent compliqué d'avancer. Donc voilà, ça leur permet de rebondir un peu plus vite. On peut continuer.